En 84 ans d'existence, on en traverse des événements historiques. Reste à s'y inscrire et surtout, à en fixer la mémoire, avec ou sans filtre. C'est par là que ça se passe. Alors, je regarde pas. Là, c'est là. Vous me Regardez. dites quand C'est là, Isaline, c'est là. Oh, Voilà. oh, mais c'est fabuleux. Eh oui. Ces moments jeunes, là. Exactement. Bienvenue dans votre vie. Et puis, il y a mon grand-père, ma grand-mère, ma mère. Ma mère est à droite, Daniel est à gauche. Ils sont beaux. Justement, Oh, puis là, on va y aller après, là. On va procéder Oui, par oui. ordre, justement. On va commencer là, ouais, avec votre mère, qui est très belle déjà, très belle femme. ouais. Oh, ma mère, c'était quelqu'un. Ça me complexait tellement, j'avais une mère jolie. Ah oui? Ouais, ouais. Elle recevait tous les intellectuels à la maison, les poètes, les artistes. Moi, je la voyais rayonner. Et mon père, il était tout fier de sa femme. Lui, il travaillait dans le bureau. Elle recevait. Mais elle travaillait en même temps. Votre maman, donc, très belle. Alors, on va se rapprocher, effectivement. Là, vous l'avez dit. Elle est née à Ajaccio. La famille Elle est née à Ajaccio. Perini. Oui, Perrine. Perini, Emma. Emma Perrine, et puis son père, sa mère Hyacinthe, elle s'appelait Versine au départ. Elle a épousé Olivier Perrine, donc elle a pris le nom de Perrine. Son papa, à votre maman, donc votre grand-père, instituteur. Oui, il a été même directeur d'école à un moment donné, mais il a été instituteur, et elle aussi, institutrice. Et la petite fille qui est à côté, c'est Daniel Casanova, sa sœur, Daniel Casanova. qu'on va retrouver tout à l'heure. Effectivement, il a une ambition pour ses filles, votre grand-père, c'est qu'elles fassent des études. Il ne veut pas qu'elles restent en... C'est plutôt la mère. C'est Ah une bon? famille de femmes. C'est vraiment une famille de femmes chez moi. Parce que Madame Perrine, elle tenait à ce que ses filles fassent des études. C'était pas courant à l'époque, hein. Une jeune ajaxienne comme ça qui part faire des études sur le continent. Il n'y avait pas d'université. Et puis choisir un métier scientifique pour une femme. Et effectivement, elle envoie votre maman rejoindre sa sœur ici. Voilà, Hein? voilà. On va y La aller. mère est toute jeune Ouais. et elle va rejoindre sa sœur qui est dentiste. Donc Daniel qui est déjà dentiste à Paris. Elle est dentiste à Paris. Ouais. Ouais. Et votre maman, elle est d'accord pour aller rejoindre sa sœur Ben, pour faire au dentiste? départ, elle veut rejoindre sa sœur, mais elle n'a pas du tout envie d'être dentiste, ma mère. Je l'aurais mieux vue journaliste. Mais Danielle, elle avait son caractère, elle a dit « tu fais dentaire comme moi ». Donc elle vient et elle commence les études de dentaire. Elle commence ses études de dentaire et c'est comme ça qu'elle va rencontrer mon père, qui est un compagnon de lutte de Danielle. Eh ben, la lutte, justement. On Voilà. va là. Mais c'est grâce à ça qu'elle a rencontré mon père. C'est parce qu'il était avec Danielle. Eh ben, on va le retrouver là. On va le Ouais, retrouver là. voilà. Hein, parce Ah que, ben, effectivement, voilà, j'adore cette photo. Alors cette photo, c'est le Front populaire. Le Front populaire, c'est mon père et Daniel qui sont des militants. Mon père est rédacteur en chef de l'Avant-Garde et Daniel est déjà leader. Elle a commencé en 1934, la lutte contre la montée du nazisme. Oui, parce qu'on va Donc, parler... Ils sont très proches et on les voit tous les deux en partant de la gauche. Là, on voit Daniel bouche ouverte et puis après un monsieur et puis après c'est mon père. Exactement, parce qu'on va quand même rappeler déjà, Daniel, effectivement, dentiste à l'époque, communiste, militante, oui, militante, oui. hein, vraiment. Très militante, elle arrive et elle découvre l'injustice. Et comme depuis sa petite enfance, le plus important pour elle, c'est justice et injustice. Donc elle découvre l'injustice en découvrant des jeunes filles qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas fait d'études, et elle trouve ça indigne. Donc elle va commencer par regrouper des tas de jeunes filles. Et ça va devenir un mouvement énorme, l'Union des jeunes filles de France, qu'elle dirigera pour insérer les jeunes filles dans le monde économique et social. C'est fabuleux ce qu'elle fait. Et en Exact. même temps, elle dirige les jeunesses communistes. Et là, ils sont en tête du cortège, Ils effectivement. sont en tête du Front cortège populaire. du Front populaire. Et il y a un jeune homme, effectivement, qu'on voit là, avec des lunettes, qui s'appelle Maurice Choury, Ouais. qui est lui aussi investi en politique, effectivement. Et elle lui présente votre sœur, en fait. C'est comment Mais- ça se passe, la rencontre, Mais en ce fait? qui se passe, c'est que ma mère arrive pour habiter chez Daniel, mais Daniel et mon père militent ensemble en permanence. Donc elle découvre mon père. Voilà. Et puis, leur vie va être bouleversée parce que la guerre éclate. Voilà. Maurice Prisonnier. part au front en tant part qu'infirmier, au justement. front, oui. Oui, exactement. Oui. Il est prisonnier de guerre. Oui. Et puis, il est libéré parce que, justement, il est infirmier. Voilà, C'est au cela? titre sanitaire, il est libéré. Et quand mon père est libéré, il rejoint d'abord Daniel et il reprend la résistance à Paris
Puis ils partent tous les deux à Marseille, parce qu'ils étendent. Hein. Hmm. Il y a des comités féminins de la résistance. Tout le travail qu'a fait Daniel Casanova, mon père est avec elle. Et là, il voit la mer, le bateau, et sa femme et ses enfants sont de l'autre côté. Donc il lâche Daniel et il va retrouver sa femme. Et ben on retrouve là-haut sa femme. Elle, Voilà, regardez, c'est la voilà. maison à Piane, là. Hein. Oui, c'est notre maison. Alors ça, c'est l'arrière de la maison. Et sur ce perron, en général, il y avait toujours Arthur Giovone, il y a même eu Maurice Torres qui est venu, Aragon. C'est une maison qui recevait tout l'après-monde de la résistance. Exactement, vous l'avez dit, Arthur Giovone, c'est le nom. Alors vous êtes Alors vous. Arthur Giovone, il y est tout le temps. Mais effectivement, dans cette maison, vous y êtes, vous, hein, la petite Oui, fille. j'y suis. La petite Alors, fille en bleu sur les marches, c'est vous. C'est hein. ça. Hein. Moi, je croyais longtemps que c'était la jeune fille romantique qui lisait un livre. Mais en regardant les dates, c'est ma sœur aînée. Moi, je suis le petit bout bleu là qui glisse. Et sur le perron, vous avez Arthur Giovone, vous avez ma grand-mère, vous avez la sœur de Daniel, Renée, vous avez ma mère qui discute avec Hyacinthe Perrine, la mère de Daniel. Et vous l'appelez comment, Arthur Giovone? Je l'appelle tonton Arthur. Tonton Arthur. Ah oui, j'ai toujours cru que c'était mon oncle. Mais parce qu'il était aussi amoureux de votre maman. Très amoureux de ma amoureux mère, de votre mère. jusqu'à sa mort. Ouais. Il l'a été toute sa vie, mais il avait une amitié profonde pour mon père. Et ma mère, qui aimait son mari, qui ne trompait pas son mari, mais qui était très flattée par Arthur Giovone et par ce... Il prenait soin d'elle, quoi. Il se souciait toujours de ma mère. Et nous, il s'occupait de nous, tout le temps. Et justement, il y a la photo d'à côté. Parce qu'on on revient justement sur Arthur Giovone et Maurice Choury. Là, Alors, c'est une photo pour l'histoire, hein, ouais, pour l'histoire ça, de Corse. Là, hein. Ouais. Alors, Arthur Giovone était résistant en Corse. Il est parmi les premiers résistants avec Jean Nicole. Mais quand mon père arrive en Corse, immédiatement, il rencontre Arthur Giovone et Jean Nicole. Et là, ça va devenir les meilleurs amis du monde. Et mon père va devenir un des dirigeants. Et là, le rôle de mon père va être très, très important parce qu'il a fait une analyse stratégique de la situation. La résistance corse est en train de monter en puissance. Elle est extraordinaire. Les Italiens... Le fascisme est en train de tomber, Mussolini va bientôt disparaître. Donc il faut que les Corses fassent leur insurrection tout seuls. Il y en a assez de l'attentisme d'Alger qui nous dit « c'est très bien tout ce que vous faites, mais attendez nos instructions ». Et merveilleux, il arrive à Ajaccio, vous voyez cette photo, il a le bras levé, il lance son appel aux armes et il découvre à 10h du matin... une multitude de drapeaux et de gens enthousiastes pour qui c'est la révolution, ça y est, on a gagné. Mais ça, vous ne la connaissez pas, cette histoire, à l'époque, justement. Là, c'est Alors moi, l'histoire, je ne savais effectivement. rien de tout ça. Vous, l'homme que vous connaissez, il est là, en fait. Voilà. Parce que vous, c'est votre Alors, papa. j'étais Hein admirative de mon père. Ouais. J'étais très admirative. D'ailleurs, j'ai fait mes études. Il avait été spécialiste de la Commune de Paris. Ouais. La seule période où on a connu une vraie démocratie directe avec des gens extraordinaires. Eh bien, quand j'ai fait mes études, j'ai voulu faire mes mémoires sur la Commune de Paris. Mon père était décédé. En souvenir de mon père, qui avait écrit beaucoup de livres sur la Commune, je dis, s'il pouvait savoir que j'ai pris sa suite, pour moi, c'est l'homme le plus extraordinaire qui existe. Mais ça va même être... Des qualités formidables, une modestie que vous ne pouvez pas imaginer. J'ai retrouvé les documents qu'il appelle le chef du mouvement. C'est le plus grand chef. Arthur Giovone, dans une lettre, lui dit « PS, j'espère que tu ne te plaindras plus de notre mutisme ». C'était lui qui poussait. Alors que finalement, Et il peu a à peu, disparu, il n'a rien dit, il a cédé la place a cédé à la place. Arthur Giovone. Ouais. Il était tellement fort qu'il n'avait pas besoin des honneurs. Mais je trouve que ça a été loin, je ne savais pas que c'était ce grand héros. Pour moi, c'était un porte-parole avec un micro sur l'ambulance. justement. Il y avait la photo à la maison, ouais. mais ce n'était pas le stratège. Et j'ai découvert depuis... Eh bien, justement, Isaline, Ouais. justement, Isaline, c'est l'histoire, ça. Vous ne le connaissez pas, cet homme là-bas. Non. Et vous allez grandir. Moi, et j'allais un sur jour... ses genoux, je Oui. lui faisais des câlins, je l'admirais, mais je ne savais rien de lui. Et puis un jour, justement, cette réalité va vous sauter au visage. On va Ouais. voir comment ça va se passer. Ouais. On va le voir là-bas. Ah ouais. Allez, Parce venez que avec moi, c'est ma mère. Et on va Alors, le voir, ma on va le mère- voir. Vous allez m'expliquer. Vous allez m'expliquer. Vous allez m'expliquer. Et oui, je le disais,
jusqu'à 10 ans, vous ne savez pas vous d'où vous venez. La vie est insouciante comme elle est Ouais. toujours à cet âge-là. Et puis un jour, il y a votre grand-mère qui vous appelle. Et parce que dans la maison, il y a une pièce où il faut absolument pas aller, Ouais, hein, c'est la pièce c'est interdit. interdite. Et à 10 ans, elle vous appelle, elle dit viens là ma petite. Enfin, je sais pas comment elle vous appelle à l'époque. C'est très impressionnant parce que Elle pour ouvre les enfants, c'était un mythe, cette porte qu'on n'avait jamais ouverte. Ouais. Alors tout à coup, je suis convoquée. Donc déjà, et ma grand-mère a un aspect assez sévère Ouais. et elle n'y prend aucune précaution. Elle me fait asseoir quand même et elle commence. C'est terrible parce que je suis petite et elle me dit, il y a eu un génocide. Comprendre un génocide pour une enfant, c'est difficile. Elle me raconte l'extermination des Juifs. Elle me parle de la torture. Elle me parle du courage des résistants. Et elle me parle du courage de sa fille. Et elle me lit ses lettres. Ces lettres, c'est un monument. C'est incroyable, les lettres de Daniel. Ça m'a marqué pour la vie. Je suis ressortie, je titubais. Personne ne m'attendait à la sortie. J'étais comme une enfant saoule. Je titubais sous le choc de tout ce que j'avais appris. C'était impressionnant pour une enfant, tout ça. Et justement, c'est peut-être même trop impressionnant parce qu'à 17 ans, à 17 ans, Ouais. vous dites stop à tout ça. J'ai fait Hein. une crise d'adolescence, de rébellion. J'ai dit, ça suffit. Ça suffit, c'est le culte de la personnalité. Je ne connaissais pas la vie de Daniel. Hein. Culte de la personnalité, le Parti communiste la récupère et on fait tout autour de Daniel. Il y en avait d'autres, des héros. Et je me suis un peu insurgée. Mais surtout qu'à l'époque, en plus, il y a la guerre. Il y a la guerre en Algérie. Hein, et ça Alors, devient votre... C'est ce qui m'a motivée aussi. C'est qu'à cette époque-là, depuis ma petite enfance, j'avais toujours vu les déportés survivants ou les résistants venir chez nous et tout le monde disait « plus jamais ça, plus jamais ça ». Puis là, il y a la guerre d'Algérie et puis je dis « nom de Dieu, plus jamais ça, c'est pour tout le monde sauf pour les Arabes ». Or, moi qui avais ancré en moi, au plus profond de moi-même, la lutte contre toute forme de racisme, j'avais lutté contre l'antisémitisme jusque-là, je me suis mis à dire il faut réagir. Donc, quelque part au fond de moi-même, j'avais ce mythe du héros sans le comprendre. J'avais besoin de faire un acte d'héroïsme. Donc, j'ai voulu créer un mouvement politique, toute jeune, au lycée. C'est pas comme aujourd'hui, les lycéens, ils sont politiques maintenant. Il y en a. Mais avant, il n'y avait rien au lycée. Ça commençait à l'université. La lutte contre la guerre d'Algérie, pour la paix en Algérie. Donc moi, je crée un mouvement qui s'appelle ULPA, Union lycéenne pour la paix en Algérie. Je suis très fière de moi parce que je suis petite, menue, un peu courageuse, mais timide. Et je vais dans les lycées et collèges, mais on ne m'écoute pas. Alors je vais dans les classes préparatoires, Saint-Louis et Louis-le-Grand. À la fin des cours, je monte sur l'estrade et je dis « il faut la paix en Algérie, arrêtons la torture ». Je savais qu'il y avait la torture. L'armée française torturait les Algériens. Donc, tout à coup, je déplace ma lutte vers « il faut défendre les Arabes ». C'est un nouveau racisme culturel, indigne. Et je me retrouve propulsée dans les réunions avec les gens de l'université, avec les comités anticolonialistes. Moi, la petite jeune. Et dans ces réunions, il y a le beau Jean-Marc. Voilà. Alors, je vois un garçon absolument merveilleux, grand, aux yeux bleus, qui me sourit tout le temps et qui essaye de me draguer. Ouais. Et je finis par céder au sourire et aux yeux bleus. Et on va vous retrouver peu de temps après, Et, ici. ouais. Et voilà, là, il n'est pas très beau, parce qu'on est déguisé. Là, on est déguisé, mais c'est un très beau garçon, très intelligent, un grand physicien, mais ennuyeux à mourir, je suis Mais désolée. on n'en est pas encore là, Ouais. justement, parce que Ouais, vous vous retrouvez à Madagascar. Madagascar. Lui, il a un poste de physicien, effectivement, à Madagascar. C'est ça. Vous vous retrouvez à Madagascar à 21 ans avec 2 filles. Et surtout, j'ai mis la photo là, avec un chapeau colonial, parce que vous Oui. avez cette vie un peu, quand Oui, vous vous retrouvez dans oui, une oui. famille. C'était une famille richissime Ouais. de Madagascar. Ils possédaient des usines, ils étaient super catholiques, de droite, anciens colonialistes, racistes, comme le néocolonialisme, c'est-à-dire ils se Condescendants. montraient gentils, condescendants. Ouais, la Mais il y avait condescendance. 15 domestiques chez ma belle-mère. 15. Et La vous- chef couturière, la chef Incroyable. de tous les domestiques. Et il est hors de question que vous travailliez, vous abandonnez vos études. Alors- Justement, vous êtes obligé de faire des études en cachette, Voilà, vous, parce qu'on ne veut pas que je vous me fassiez des cache. études. Donc c'est vraiment assez difficile. J'ai pas ma famille, j'ai pas mes amis, je suis très jeune, j'ai 2 enfants et je ne veux pas suivre le modèle.
Mais justement, il va y avoir 2 événements qui vont être Oui. vraiment qui vont être un déclic. Ouais. C'est ceci. 1969, Ah, voilà. votre papa qui meurt. Ouais. Hein, j'ai mis là effectivement avec une décoration, là Mon on est à père, Ajaccio. mon père meurt et c'est très dur pour moi. Je suis aux États-Unis en mission parce que mon mari est en mission internationale de physiciens qui travaillent sur le Soleil aux États-Unis. Et on m'oblige à signer que je ne connais pas de communistes. Sinon, je n'ai pas le droit de rentrer aux États-Unis. Renier mon père, pour moi, c'est dur. Je refuse, mais mon mari insiste. Tu me gâches ma thèse d'État et je suis obligée de signer un papier que je ne connais pas de communiste. Et à cette époque, je perds mon père. Je perds mon père qui est mon héros. Je suis vraiment complètement effondrée. Et Isaline, et justement, Mais je regagne Madagascar. Et là, vous voyez cette photo, grammaire structurale du français, le verbe. Je lis un livre fabuleux d'un marxiste qui montre ce que la linguistique peut apporter à la politique, à la sociologie, et je suis fascinée. et c'est ce qui va un peu vous sauver, parce qu'effectivement, la mort de votre père, vous allez vous dire, il faut que moi aussi, je fasse quelque chose de ma vie. Je ne peux pas rester la femme Voilà. de quelqu'un, voyager comme ça aux États-Unis, où on m'oblige à renier mon passé. Et ce livre, effectivement, ça vous donne des envies, eh bien, justement, de travailler dans la linguistique. Et là, vous quittez Madagascar, Ouais. toute seule. Vous allez à Paris. Alors, je prends le bottin de téléphone. Ouais. Je suis obsédée par ma découverte. Là. Ouais. Je prends le Par bottin Jean de Dubois. téléphone et je prends rendez-vous avec les directeurs de boîtes de communication d'entreprise. Il n'y a que ça. Et ils ne me veulent pas. Sauf qu'à un moment donné, j'arrive dans une boîte qui s'appelle Intelligence. Ça me fait sourire, hein. Mais je vais voir la boîte Intelligence et je fais tout mon discours. Il faut ouvrir un secteur communication politique. Et il a l'air intéressé. Et il y a son adjoint qui est là et qui m'entend. Et puis, le directeur me dit « Revenez demain à la même heure, ça m'intéresse. Je suis passionnée par tout ce que vous avez raconté. Je suis dans la campagne de François Eh ben, Mitterrand. Je vous embauche professionnellement et payé. » Et moi, je réponds « J'aime pas François Mitterrand. » Oui, vous l'aimez pas. Vous Mais l'aimez pas. après, je réfléchis et je me dis, c'est une vraie folie, je suis stupide. Faire une campagne, c'est très rare. Quand on connaît personne d'être recruté, on me recrute professionnellement, j'y vais. Et là, je suis rue de Solferino et je commence la campagne de François Mitterrand. Incroyable. Vous allez écrire ces fiches, C'est- notamment c'est pour le incroyable, débat. sans connaître personne. Ouais. Et alors, je lui fais une note, même avant le débat avec Giscard. Je me rappelle très bien de cette note. Et je suis dans le groupe de communication. Et en même temps, je me prends au jeu et je suis la campagne de presse. C'est-à-dire, je suis toute la presse. Et je fais en plus de mes notes de communication. Et puis, Mais arrive, le président est élu. et on vous retrouve là. C'est inouï et je me retrouve à la présidence de la République. Exactement. Alors là, c'est amusant parce que vous voyez une photo avec que des hommes à table. Ben oui, Et à c'est côté de pour moi, ça il y, que a je l'ai le, mise. il y a le médiateur de la République qui fait des déjeuners pour inviter la société civile, pour qu'elle participe et qu'elle connaisse la présidence. Et systématiquement, c'est moi qui choisis pour animer ces fameux déjeuners où on reçoit la société civile. Mais c'est incroyable, Isaline, c'est que vous êtes dans le premier cercle du Le président. premier cercle. C'est incroyable. Vous allez être dans l'intimité de Mitterrand. On vous voit à Solutré. Hein. Vous allez faire Ah oui, partie de ceux le qui vont à président a Solutré. demandé que ça soit moi. Et je dis à ma mère, qui, elle, n'était pas très politique, mais son mari étant communiste, elle était toujours attirée Elle par était révolutionnaire, elle, quand même. révolutionnaire. Donc, je dis à ma mère, tu vois, il reste de l'espoir. La révolution, on ne peut pas la faire. On se fait écraser. Et puis, il y a eu l'échec de l'Union soviétique. Mais on peut changer les choses si on devient une grande puissance. On pourra faire une politique socialiste si on est une grande puissance économique et politique. Et on peut changer les choses au niveau international. Et Voilà. puis on peut changer les choses au niveau personnel. Et il va y avoir quelque chose qui va changer votre vie. Mais on ne va pas en parler là, Ouais. Isaline. On va prendre l'air. OK ? On va aller prendre Allez, l'air. venez avec moi. Parce que ma vie a des rebondissements. Et oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Allez, hop, par là, je vous en prie. Et on va donc vous retrouver. C'est ici que ça se passe. Là.
En voyage, hein. Avec François Mitterrand, ça va être votre Ouais. quotidien pendant 14 ans, bien sûr, mais un quotidien secret, parce qu'avec Mitterrand, vous préparez aussi des voyages secrets. Ouais. Hein? C'est très spécial. Je fais les voyages. Donc certains sont secrets. Ils rencontrent Kohl, par exemple, dans un petit restaurant, où on va en Espagne, on prépare l'Europe. Et je sais, moi, où on va, mais je n'ai pas le droit de le dire. Et je dois recruter une agence AFP, un photographe, une télévision et le journal Le Monde, par exemple. Et une année, il y a un voyage comme ça, et j'appelle Le Monde. J'ai au téléphone Jacques Amalric qui me dit je viens. Je suis très étonnée, on ne l'a jamais vu dans un voyage. Et ensuite, on avait des tours de rôle pour les voyages. Et dès que c'était moi, il y avait Jacques Amalric qui s'inscrivait. Donc Voilà. finalement, Jacques Amalric va devenir l'homme de ma vie. L'homme de ma vie comme j'en avais jamais Et eu. oui, c'est lui, Jacques Amalric. Et c'est lui, C'est lui, Jacques Amalric. une puissance, un homme assez fort pour laisser sa femme se développer complètement, s'épanouir, pas de jalousie stupide, la possibilité pour moi de vivre vraiment intensément. Et Jacques Amalric a été extraordinaire. Il m'a accompagné dans tout mon travail de mémoire. Il me servait de chauffeur. Justement, parce que Jacques Amalric, ça commence effectivement après quelques mois. Il tombe amoureux de la Corse en même temps Oui. que vous Ah aussi. oui. Hein, vous commencez à venir vivre en Corse, c'est Oui. 6 mois, 6 mois, Oui. hein, jusqu'en 1995 où vous êtes Finalement. complètement à la retraite, hein, ou en 95 Et là, quand il veut Mitterrand... vivre à Piana. Et vous venez vivre à Piana. À Piana. Et à Piana, effectivement, Jacques Amalric, il va vous faire 7 surprises. C'est là que ça se passe. Ah, voilà, ça c'est extraordinaire. Je ne le sais pas, Jacques Amalric va chez ma mère qui lui ouvre toutes les archives. Et il apprend des choses sur mon père que je ne connaissais pas. Mais mon mari est très impressionné par les archives et il fait un grand article. Ah, vous l'avez retrouvé. Il est formidable. Il fait un grand article. Oui, il vous apprend. Il Il me le apprend dit la pas. France entière en même temps. Qui est votre père, en fait, le rôle qu'il a Voilà. joué dans la Résistance. Voilà, et moi je l'apprends par un article de mon mari. Et suite à cet article, justement, Isaline, eh bien, on va vous voir un petit peu sur tous ces combats, quoi. Faire Ah, vivre voilà. à la mémoire de votre Voilà. père. Hein, il y a ce livre, effectivement, Tous bandits d'honneur. Tous bandits d'honneur. que vous allez Alors je fais rééditer. rééditer le livre et j'avais vraiment envie qu'il revienne dans l'histoire. Exactement. Et puis, la grande histoire aussi, c'est votre tante, bien sûr, Danielle Casano. Vous créez une association des amis de Danielle Voilà. Casano. Vous en êtes la présidente, avec pour but d'en faire un musée en Corse. Oui. C'est pas gagné, ça? Oui, et je possède des archives qui me brûlent les doigts. Celles de Daniel Casanova, le musée Champigny me les réclame. Je ne veux pas les donner à les Corses, je veux que ça reste en Corse. Mais j'ai besoin de cette salle à la Citadelle. Alors c'est en pourparlers, ça fait 3 ans. J'ai fait une note d'intention que j'ai remis à Marc-Angeli quand il était maire, il a soutenu Gilles Siméon, Nanette Maupertuis. On avait convaincu tout le monde. Et maintenant, c'est à l'arrêt avec la mairie d'Ajaccio. Mais c'est une belle vocation que vous avez là, mais ça bouge pas assez, j'ai envie de dire, pour vous. Il vous faut de l'action. Votre vie, il vous faut souvent de l'action. Et on va vous retrouver là. Ah. Je m'appelle Isaline Choury et je suis citoyenne française. Si vous regardez cette vidéo, c'est que nous avons été interceptés en mer et j'ai été kidnappée par les forces d'occupation israéliennes qui commettent un génocide en Palestine occupée. J'appelle tous mes camarades et amis corses, ma famille et tous les citoyens à faire pression sur le président de la République et son gouvernement pour qu'ils exigent ma libération au plus vite. Vous êtes sur ce bateau à vocation humanitaire. Oui. Hein, c'est une Avec flottille. des journalistes et des humanitaires. Exactement, c'est une flottille à vocation humanitaire. Et justement, il y a cette vidéo parce que ça ne s'est pas bien passé, en fait. Les forces israéliennes sont venues. On voit là, c'est les photos avant. Là, je bois ma dernière gorgée d'eau. Et là, je dois vous dire la vérité, on a peur. On a peur car on a été prévenu qu'on serait traités comme des terroristes. Mais comme je dis toujours, je l'avais dit à ma fille avant de partir, j'aurais peur, mais on est capable de surmonter sa peur pour des choses, des causes beaucoup plus importantes. Et effectivement, Isaline, vous allez être capturée, torturée, Oui, insultée, oui.
Hein? On m'enlève mes chaussures. On me dit, il y a une mise en scène d'hôpital, qu'il faut que j'aille à l'hôpital, faire une radio. On a entendu un truc au cœur, tout ça, c'est bidon. Et au lieu d'avoir une ambulance, je me retrouve dans une voiture de police avec un fou qui me jette brutalement dans la voiture, qui me met une seule menotte. Je me rappelle pourquoi c'était serré, c'est que j'avais pas deux menottes, il n'y en avait qu'une. Et il serre. Je peux vous dire que j'ai hurlé. Alors il le desserre pour pas laisser de marque. Et puis, il commence à me boxer dans la voiture. Et j'arrive dans un endroit qui n'est pas un hôpital, une grande pièce blanche. Je suis déjà affaiblie, mais à ce moment-là, je sais qu'il faut résister. Et il me boxe suffisamment. J'ai encore un handicap à la main gauche et j'ai encore mal au cervical. Donc, et ça Il fait vous 3 frappe. mois. Vous avez 84 ans, on vous frappe. 84 ans, il batte une Il femme. vous insulte aussi. Et il Qu'est-ce qu'il vous- m'insulte. Ouais. Alors, il regarde sur son téléphone pour traduire. Il saute comme un... J'ai cette image où je vois cet homme avec ses petits yeux vicieux qui saute autour de moi en criant « Sale pute, bienvenue en enfer, bienvenue en enfer ». Bienvenue en enfer, en effet, c'était l'enfer. Puis, pour avoir le courage, je me récite en permanence des lettres de ma tante du genre ils peuvent nous tuer, mais ils n'arriveront jamais à nous ravir la flamme qui réchauffe nos cœurs » ou la souffrance n'attriste pas, elle donne des forces, des mots comme ça. Les phrases de ma tante, je vous assure qu'elles m'ont aidée. Elles défilaient en boucle dans mon cerveau et je lui échappais comme ça. Et quand après il me rejette brutalement dans la voiture, il me tape un peu moins dans la voiture, mais j'ai toujours ces fameuses menottes. J'avais essayé d'attraper un cachet antidouleur parce que il me tapait, j'avais très mal quand même. Hein. Et il a jeté mon petit sac que j'avais à l'épaule et mes cachets. Et je n'ai pu avoir ces cachets antidouleurs que 4 jours après, quand j'étais à Paris. J'ai continué à souffrir longtemps. Vous repassez par la Turquie avant d'arriver à Paris, bien sûr. En Turquie, l'accueil est bon. Paris, l'accueil est vraiment pas bon. Mais on ne va pas revenir là-dessus. Effectivement, vous êtes même, quand vous revenez dans votre pays, vous êtes maltraité. Et ça se passe bien quand vous revenez en Corse. Sauf que Isaline, il y a ça. Ça sera la dernière photo. C'est une photo de famille. Une belle photo de famille. Ça, c'est une photo de famille. Ouais, sauf que... Un des repas à Piana, parce que... Sauf que Isaline, ça a laissé des séquelles, ce voyage humanitaire, parce que depuis ce voyage, il y a une de vos filles qui ne vous parle plus, en fait. Oui, tout le monde dans la famille, vous savez, c'est comme au niveau international. Le conflit israélo-palestinien fait des querelles incroyables entre deux communautés. Mais dans une propre famille, on peut avoir ça. Et je souffre beaucoup que l'une de mes filles m'en veuille d'avoir été dans la flottille. Est-ce que ce combat vaut la peine? Oui. La famille est sacrée pour moi. Je laisserai mon amour, tout mon amour à cette fille et à ses petits-enfants. Un jour, elle comprendra que les polémiques politiques n'ont pas le droit d'entacher les liens affectueux dans une famille. Elle le comprendra. Mais je ne regrette pas ce que j'ai fait. Et je continue à publier, je continue à militer. Et j'étais prête à repartir, vous savez. Je continuerai parce que cette lutte est plus importante. Personne ne sera libre tant que la Palestine ne sera pas libre. Parce que c'est les résistants qui veulent défendre l'humanité entière. Et s'ils ne le font pas et si on ne les aide pas, c'est l'humanité qui va perdre. Et je trouve qu'à la fin de ma vie, je reprends les valeurs de Daniel Casanova. Je lutterai jusqu'au bout. Venez à côté de moi. La dernière photo, c'est moi qui l'ai fait. Avec un regard d'admiration, hein, Isaline. Hein, vous pensez bien. Allez, voilà. Je vous fais une bise. Un grand merci, Isaline. Merci à vous. Et à bientôt, tout simplement. Mais on se reverra. Et continuez le combat. Oui, oui. Hein? J'arrête jamais le combat. Jusqu'au bout, je me battrai. Au revoir, à bientôt.